Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Outou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Combien sont-ils les magasins et boutiques du marché Congo à être partis en fumée dans la nuit de samedi dernier? 150, 200, certains parlent même de 300. L'un ou l'autre chiffre dénote de l'ampleur de l'incendie qui a également ravagé une soixantaine de maisons d'habitation. L'accès étroit et obstrué a rendu la tâche difficile aux équipes des sapeurs-pompiers qui n'ont pu venir à bout des flammes que seulement plusieurs heures après le déclenchement de l'incendie. Comme il y a 7 ans et au même endroit, l'on nous sert le même refrain. Je cite, « L'origine du feu reste inconnue, reste pour l'heure inconnue ». Fin de citation. D'autres spéculent et pointent un doigt accusateur sur le retour du courant électrique après plusieurs jours d'interruption. Comme il y a 7 ans, une enquête administrative et judiciaire vient d'être mise sur pied. Comme il y a 7 ans, les sinistrés seront recasés. Bref, comme il y a 7 ans, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Incendie dans les marchés de Douala, comprendre la récurrence. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Incendie dans les marchés de Douala. Comment comprendre la récurrence de ces incendies? Madame, monsieur, ce soir, je suis en plateau avec Oscar Con. Oscar, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox. Voilà, vous êtes commerçant à la base, oui. Mais surtout vous avez la casquette du président des commerçants du marché Sandala. Un grand marché de vivres dans la ville de Douala. Oui, le plus grand marché de la sous-région d'Afrique centrale d'ailleurs. Vous avez fait le tour de l'Afrique centrale pour voir qu'il n'y a pas d'autre? Oui, quand vous faites le tour de la sous-région d'Afrique centrale, oui. Je précise la sous-région d'Afrique centrale, oui. Le plus grand marché en vivre frais, c'est le marché Sandaga. Voilà, bienvenue sur le plateau, Oscar. Merci. Voilà. À côté de vous, Albert Natola ici. Albert, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain Outou, je salue mes co-panélistes ainsi que les millions de téléspectateurs de Equinox Télévision. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et en face de vous, Hilaire Zipan. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes conseiller municipal dans le premier arrondissement de Douala. C'est exact. La mairie de Douala Premier. C'est exact. Dites-moi, Hilaire Zipan, qui met le feu dans les marchés de Douala? Je ne saurais répondre. Je pense que la commission d'enquête peut décider qui met les feux dans les marchés. Mais pour comprendre la problématique, nous sommes dans un état de droit qui est certainement bien organisé et dont les responsabilités sont bien articulées. Oui. Quand vous prenez la loi de 2004, applicable aux communes, il est clairement dit que, de par la Constitution, les régions et la commune constituent les collectivités. Oui. Et l'État, dans le cadre de cette Constitution, a transféré bel et bien des compétences aux communes, pour ceux qui n'ont pas de communauté urbaine, et par le biais de la loi à la communauté urbaine. Oui. Les dispositions de l'article 122 applicables aux communes disent très clairement, je le cite, les compétences de la communauté urbaine sont, pour ne prendre qu'un volet qui nous intéresse, la construction, l'équipement, la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements marchands. Oui. Les compétences de la communauté urbaine. Oui. Et pour que nous soyons encore suffisamment plus clairs, pour le fonctionnement de la communauté urbaine, c'est le conseil et le délégué du gouvernement. Oui. Dont la compétence et dont les responsabilités. Voilà d'abord ceux qui ont en charge. Pour pouvoir donc construire les marchés, les équiper, les gérer, les entretenir, on a permis à ce que la communauté urbaine puisse avoir des moyens. Et dans la loi applicable à la fiscalité locale, la communauté urbaine perçoit les patentes pour ce qui est des marchés, elle perçoit l'hygiène et salubrité pour ce qui est des marchés, elle perçoit les droits de place pour les marchés. L'ensemble de cette somme
lui permet donc de construire. Même pour le petit qui vend de l'eau fraîche là. C'est exactement, voilà ce que perçoit en termes fiscalité locale. Je suis dans le cadre régalien des compétences qui trouvent moyen à la communauté urbaine pour construire, équiper, gérer, entretenir les équipements marchands. Nous sommes dans le cadre régalien. Ce n'est pas vous et moi sur un plateau de télévision qui allons charger cette compétence attribuée à la communauté urbaine. Ce n'est pas vous et moi qui allons décrier. Quand on a plancé le décor, on saurait à qui s'adresser quand il y a manquement dans sa gestion, manquement dans l'équipement, manquement dans l'entretien, naturellement. Dans la construction, même d'abord. À la communauté urbaine. Voilà ce que disent les thèmes de droit. Et donc, dans la ville de Douala, sachant bien que cette compétence est attribuée à la communauté urbaine, dans le cadre de la collaboration entre les communes d'arrondissement et la communauté urbaine, on a mis en place, entre 2007 et 2013, une commission sur le désordre urbain qui a recensé cette problématique, qui l'a adressée, qui l'a posée et qui a permis de trouver des solutions pour que les autres puissent seulement suivre d'une manière droite la manière de régler la problématique du désordre urbain. Ça, c'est le rapporteur de cette commission qui parle. Voilà le cadre était. Et j'étais donc le rapporteur de cette commission, d'où la maintenance, la connaissance de tous, parce qu'il fallait respecter les textes, recenser la problématique et bien l'adresser pour que l'on puisse trouver les solutions. Ok. Oscar Kon, vous êtes président des commerçants du marché Sandaga, le plus grand marché de vivres frais d'Afrique centrale. Voilà. Dites-moi, lorsqu'on parle du marché Congo, il y a tout un volet historique qu'on doit savoir, qui a un rapport avec le feu. Dites-nous, c'est quoi l'histoire de cet endroit, le marché Congo? L'histoire du marché Congo, comme je vous le disais à l'entame, le marché Congo a une histoire avec le feu. Natif de cette ville, nous connaissons ce qui s'est passé. Le quartier Congo. On appelait Lagos? On appelait... Non, le marché Lagos, c'est au marché central. Ok. Le marché Congo est à part. Avant d'arriver au marché Lagos, vous traversez le marché Congo. Alors le quartier Congo, qui regorgeait aussi le marché, nous, natifs de cette ville, nous avons suivi cette histoire, peut-être pas de plus près, parce que nous étions encore très jeunes, mais c'est un quartier qui connaît une histoire avec le feu. Ce quartier a été brûlé avec des hommes à l'intérieur du quartier qui ont été incendiés. Bref, tout le quartier a été brûlé. C'est ce feu-là qui revient tous les ans? J'estime que c'est ce feu qui revient parce que n'oublions pas une chose, nous sommes des Bantous. Et chez nous, les Bantous, quand vous n'avez pas, nous avons ce qu'on appelle les us et coutumes. Par exemple, votre père décède ou votre maman décède. Si vous n'avez pas fait des funérailles, 1 an, 2 ans après, 10, 5, 15 ans après, ça va vous poursuivre. Il faut revenir faire les funérailles de papa et de maman qui sont décédés. Maintenant donc, le quartier Congo qui a une histoire vraie avec le feu, où il y a eu des âmes perdues, les gens sont morts effectivement dans ce quartier à base du feu. Nous étant des Bantous, nous devions revenir à la base, faire ce qu'on appelle le deuil. On peut faire le deuil, demander aux âmes qui sont parties, nous avons fauté, que ce soit en bien ou en mal, faisons table rase de ça, on allume un petit feu, et entre nous les Bantous, on sait ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons des chefs traditionnels qui sont là, nous avons des hommes d'église, nous avons la société civile qui peuvent nous accompagner à faire ce deuil. Après donc ce deuil, les morts ne sont pas morts, ils nous comprendront. Vous allez constater que beaucoup de choses vont se passer. Et de deux, maintenant, la récurrence des incendies dans les marchés, il faut se le dire, ça commence par nous-mêmes, les commerçants. Ah, vous les commerçants? Nous, les commerçants. Est-ce que vous vous reprochez? Pourquoi vous-même? Ça commence par nous parce que nous sommes inciviques. C'est vrai, les torts sont partagés. L'administration, comme a dit le conseiller Hilaire, ils ont leur part de responsabilité. Et nous-mêmes, les commerçants, nous avons notre part de responsabilité. À notre niveau, dans notre syndicat,
le SICODEV, qui est dirigé par Mme Alice Maguedjo, Oui. nous avons fait plusieurs propositions. Syndicat des commerçants département du Vouri. Oui, détaillants du Vouri. Oui. Que ce soit au niveau de la communauté urbaine, que ce soit au niveau de la société qui est en charge, sans publicité, AES-ONEL, nous avons fait des propositions. Pourquoi lorsqu'on a construit un marché, on y installe un poste de police? C'est pour assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. Oui. Pourquoi ne pouvons-nous pas installer les postes AES-ONEL à l'intérieur des marchés? Eneo. Eneo. Oui. Voilà. Il faut installer les postes Eneo dans les différents marchés. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque la communauté urbaine a fini de construire un marché, il y a un marché de 500 boutiques par exemple, construit par la communauté urbaine. Les installations sont faites par des mains expertes. Les installations électriques, par des mains expertes. Les points d'eau, c'est les experts de ces sociétés, ainsi de suite. Tout est bien fait. Maintenant, il faut introduire les commerçants dans ces différentes boutiques. Avec un poste AES-ONEL qui a 2 ou 3 agents de Eneo, je dis excusez-moi, Oui. Eneo, On a compris, hein. voilà, Eneo sur place. Oui. Monsieur Serge Alain arrive, il prend la boutique 200. Monsieur Serge Alain veut faire dans la boucherie par exemple. Il ne s'y connaît pas. Il va se rendre au poste AES-ONEL, Eneo, voir le technicien. Il prend le technicien, l'amène dans la boutique 203. Voilà la boutique que j'occupe. Je veux faire dans la poissonnerie, ainsi de suite, ou la boucherie. Le technicien va dire à Serge Alain, ne va pas à la casse chercher les fils chinois qu'on vend. Va me trouver tel fil. Un bon VGV, comme ils appellent, va me trouver tel, va me trouver tel. Lorsque vous avez acheté tout cela, vous apportez, le technicien fait ses installations, et ce qui est sûr, c'est qu'il sera payé. Il sera payé après les installations parce qu'il sait où part le courant, où s'arrête le courant, quel est le câble qu'il faut utiliser, quel est le compteur, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est déjà quelque chose de bien. Ça va éviter beaucoup d'incendies. Or, qu'est-ce qui se passe? L'administration a abandonné les marchés entre les mains des commerçants. Lorsque j'ai une boutique au Scacon, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas un technicien devant moi. Je vais chercher mon petit cousin qui est au quartier, qui a appris à tripoter, à faire des installations au quartier. Viens, je l'appelle, il ne maîtrise rien, il ne connaît pas les tenants ni les aboutissants, il ne sait pas où le courant vient, où le courant finit. Il va acheter n'importe quel fil, il va mettre dans la boutique. Okay. La petite souris qui passe, bouscule le fil dans la nuit, choque les incendies. Okay. Après ça, on va continuer. Il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans les marchés. Voilà. Donc c'est pour cela que je dis que la première responsabilité, c'est nous. Et l'autre responsabilité, c'est l'administration qui devrait nous accompagner dans ce sens. Ok, Albert Natola ici, vous avez suivi le conseiller Hilaire Zipan, il a jeté le tort d'entrée de jeu, c'est la communauté urbaine. Pour Oscar Con, il faut quand même voir l'historicité de ce marché-là. Il parle aussi des commerçants qui ont leur part des responsabilités. Vous vous situez où dans tout ça? Non, je voudrais d'abord revenir sur les incendies. Je voudrais revenir sur les articles et dispositions qui ont été invoqués par le conseiller Zipan pour lui rappeler que la fameuse loi de 2004 portant transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées consacre quand même un chevauchement au niveau des textes. Ça, il le sait aussi, parce qu'il sait qu'il est sérieux, il est honnête. Il y a des chevauchements au niveau des compétences entre, d'une part, les communautés urbaines et d'autre côté, les communes d'arrondissement. Donc, c'est vrai qu'il a été également honnête de reconnaître qu'il a juste pris une disposition qui concerne la thématique de la soirée. Ceci étant, je voudrais quand même dire qu'une communauté urbaine, ça fonctionne avec un conseil. Oui. Et ce conseil est représenté par les communes d'arrondissement. C'est le cas dans la ville de Douala. Et s'agissant également de la gestion des équipements marchands, c'est-à-dire les marchés, la plupart sont gérés en régie, parce que nous ne sommes plus dans l'époque des concessions. C'est désormais les régisseurs qui gèrent les marchés. Faites-moi le décompte. Je prends le cas, par exemple, du marché Congo, qui vient une fois de plus d'être victime de flammes. On peut peut-être nous dénombrer 2000 commerçants.
sur 2000 commerçants, est-ce que vous allez répertorier 2000 compteurs? Je ne crois pas du tout. Oui. Voilà. Vous n'allez pas répertorier 2000 compteurs. Pourquoi? Parce que chacun est devenu un petit son le loup. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont véritablement un abonnement Eneo. Oui. À côté de monsieur XY qui a l'abonnement Eneo, il y a 100 commerçants qui vont se connecter sur ce compteur-là. Et quelquefois, et très souvent, mon copanéliste l'a évoqué, avec un matériel qui est des plus illicites, Oui. parce que qui ne répond pas aux normes en la matière. La conséquence, c'est imaginable. Deuxième chose, il y a également le problème, n'est-ce pas, de la tolérance administrative. Ça, c'est important de le souligner. Pourquoi? Parce que vous savez que les équipements marchands, c'est un milieu très sensible. Je voudrais bien croire à ce que dit M. Kong, je crois. Oui, oui, Oscar Kong. Mais nous sommes d'accord que, et j'ai lu son honnêteté du fait que il estime qu'ils sont les premiers responsables. Oui, effectivement, ils sont les premiers responsables. Non, parce que ils ont aussi leur part de responsabilité. il a dit qu'ils sont les premiers responsables et ensuite l'administration. Alors, s'ils sont les premiers responsables, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, allez demander aux commerçants de se mettre à la norme. Le lendemain matin, ils vont sortir avec des pancartes pour dire que voilà, ils sont assez débrouillés, ils se débrouillent et on les empêche de se débrouiller. Vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, on a vu une grève des mouvements d'humeur du côté de Mbopi, je crois, parce que le délégué du gouvernement a voulu ramener tout le monde dans l'ordre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la récurrence des incendies dans les marchés, notamment à Douala, a au moins 3 facteurs. Le premier facteur, comme il indiquait, c'est des branchements frauduleux. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est bien évidemment, c'est de la responsabilité de la communauté urbaine. C'est-à-dire la mise aux normes des équipements. C'est-à-dire des équipements qui sont utilisés, c'est des installations. Parce qu'il est important de faire ce travail-là. Deuxième chose, la troisième chose, c'est que vous avez des marchés qui sont gérés, non pas par la communauté urbaine, mais par les mairies. Ça, il faut qu'on se le dise. Vous avez des marchés, des équipements marchands qui sont gérés par des mairies. Et lorsqu'il y a, il me souvient, il y a quelques années, il y a eu pratiquement une bataille entre la communauté urbaine, pour ne pas dire le délégué du gouvernement, avec le maire, madame le maire de Douala 2, par rapport à la gestion du marché central. Je crois que c'était le marché A ou le marché B. Dans tous les cas, il y a eu franchement toute une bataille à ce niveau-là. À la fin, il était question de nommer, pendant que la communauté urbaine nommait un régisseur, madame le maire nommait un concessionnaire. Or, je pense sur le contrôle d'un conseiller municipal, les concessions ne sont plus à l'ordre du jour dans la gestion des équipements marchands. Donc, de mon point de vue, la première responsabilité, c'est d'abord la tolérance administrative. Okay. Parce que on voudrait que les gens se débrouillent. On les laisse se débrouiller, même au péril de leur vie. Oui. C'est la même chose. Parce que là, nous soulevons un aspect du désordre urbain, c'est les conséquences. Oui. Allez par exemple à Ndokoti, allez au marché à Mokolo, à Yaoundé, les gens laissent les boutiques à l'intérieur vides. Parfois, ils les soulèvent, ils préfèrent venir occuper la chaussée. Ça, c'est un autre aspect. Non, ça, c'est un autre aspect du désordre urbain. De manière définitive, pour chuter, je voudrais dire qu'il est important, de mon point de vue, que l'État qui est régulateur puisse véritablement régler cette question. Ok. Voilà. Serge Nebikoy, bienvenue sur le plateau. Merci bien, Serge. Voilà, vous étiez au marché, ce qu'il en reste, hein, le marché qu'on s'installer n'importe comment. Et la preuve, les sapeurs-pompiers ont eu du mal à intervenir parce que les voies étaient obstruées par des constructions de commerce de façon anarchique.
Oui, c'est un problème. Plaisance à Mitsati. Oui, c'est un problème qui est préoccupant. Cette tolérance administrative nous permet davantage de mettre davantage l'accent sur un problème d'urbanisation. Parce qu'il faut davantage inscrire une réflexion globale en rapport avec cette récurrence des incendies dans les différents marchés de Yaoundé et de Douala. Parce que je ne voudrais pas seulement que l'on mette l'accent sur le cas du marché Congo qui est déjà, il faut le dire ainsi, récurrent, parce que le dernier cas d'incendie en date, c'était le 16 février 2018. Et aujourd'hui, le tout dernier cas, c'est le 23 et le 24. Donc ça pose là, on voit là dans la temporalité, le mois de février qui est devenu comme un mois mortifère pour le marché Congo. Ça, c'est un cas établi. Il faut également relever que le marché Mokolo, même que le marché central à Yaoundé, sont également confrontés à des mêmes problèmes, où l'on constate que finalement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. À savoir que nous sommes là au Cameroun où il y a un problème d'urbanisation qui se pose avec acuité, que ce soit à Yaoundé et à Douala, qui sont les grandes villes, qui sont les grandes métropoles, et qui sont par essence des villes coloniales. Oui. Et ce problème d'urbanisation fait état de ce que les villes ne sont pas stratifiées, formellement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus d'urbanisation qui nous permet davantage de constater qu'il y a un aménagement des marchés qui puisse davantage nous permettre d'éviter un ensemble de déterminants liés par exemple à la promiscuité ou bien à la contiguïté de l'espace ou bien encore au rapprochement systématique d'un ensemble de stands que l'on voit. Regardez comment est structuré de façon informelle le marché Congo. Et c'est là où on peut davantage noter un invariant principal lié par exemple à la sécurisation par rapport au problème des installations électriques. Et Oscar, comme relevé tout à l'heure, ce problème-là, parce qu'en réalité, on se rend compte que, oui, on aura beau trouver des solutions ou bien des mécanismes d'action pour régler le problème de façon conjoncturelle, mais on se rend davantage compte que les déviants ont des mécanismes de contournement de la norme. Oui. Parce qu'on est là dans la dialectique de l'acteur et le système, tel que le développe notamment Michel Prouvier, où l'on se rend compte que le système aura beau prévoir des normes, des règles, des valeurs pour lutter contre un problème, mais les acteurs sociaux, que sont les commerçants, ont des stratégies, c'est-à-dire des capacités de développement ou bien de contournement de la norme. Oui. Et c'est pour cela que vous allez vous rendre compte que le problème des branchements frauduleux sur le plan des installations électriques va toujours se poser, parce qu'en réalité, on ne veut pas respecter la règle sociale. Et malheureusement, il y a des conséquences qui en découlent toujours, au point où on se rend davantage compte que chaque année, il y a au moins un cas d'incendie qui se produit. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est au niveau du laxisme des pouvoirs publics. Oui. Parce qu'en réalité, quand il y a de tels problèmes, ou bien quand il y a de telles problématiques qui se posent de façon réelle, on a quand même besoin qu'il y ait au moins cette synergie collective entre les communautés urbaines d'une part et les communes d'arrondissement d'autre part. Parce que on relève là cette mansuétude, cette tolérance administrative que vous avez relevée, on relève également là ce laxisme, cette indulgence. Parce que oui, aujourd'hui, les commerçants sont en train de pleurer, mais on a l'impression qu'il y a déjà des réflexions qui vont se poser pour justement régler ce problème. Mais en 2020, vous allez constater que le même problème va encore se poser. Et on va revenir en train de se larmoyer à l'antenne, sans qu'il y ait des solutions efficaces et efficientes qui soient prises. Donc on a l'impression qu'aujourd'hui, oui, on veut toujours surfer sur les solutions de rafistola, de colmatage, de brèche ou bien des solutions qui sont accessoires, qui n'arrivent pas davantage à régler de façon définitive le problème. Et enfin, le problème des commerçants, parce qu'il faut également, vous savez, nous sommes là dans l'approche systémique qui nous permet davantage d'établir la responsabilité collective. Parce que les commerçants également ont un problème de fond. On a l'impression qu'aujourd'hui, ceux-là ne veulent pas véritablement voir le problème définitivement résolu. Parce que si aujourd'hui, nous sommes à un énième cas d'incendie qui se produit au marché Congo, finalement, quelle est la dialectique réflexive que les commerçants mettent davantage en œuvre en termes de réflexion? Les syndicats, par exemple, les commerçants, devraient davantage réfléchir à cet effet pour voir comment on peut résoudre ce problème. Vous allez constater que les syndicats ou bien les corporations de commerçants auront beau réfléchir à ce niveau, mais il y aura toujours des déviants qui vont toujours chercher à savoir, bon oui, on a réfléchi sur tel aspect, mais finalement, vous avez toujours trouvé des individus qui vont saper l'action qui est implémentée en amont. Okay. Donc on a là des catégories d'individus qui ne veulent pas réfléchir collégialement ou bien actionner collégialement
un mécanisme d'action permettant davantage de résoudre ce problème. C'est pour cela que les mêmes problèmes vont toujours ressurgir. Parce qu'en réalité, l'individu ne veut pas véritablement faire œuvre d'éthique et de morale de manière à résoudre systématiquement le problème et de façon définitive. Ok, Hilaire Zipan, on a parlé, hein, le gouverneur du littoral l'a dit, que le travail des sapeurs-pompiers a été rendu difficile parce que les voies étaient touffues du fait de la construction anarchique. Je crois qu'il y a un autre problème derrière, il y a ce phénomène d'OTVP. Dites-nous, c'est légitimer le désordre. Beaucoup le prennent comme ça. Comprenons la problématique telle qu'elle est posée à l'heure actuelle. Je pense que tout à l'heure, Bikoy a essayé de soulever d'une manière... J'ai tracé le cadre juridique. Maintenant, on peut rentrer dans les responsabilités telles qu'elle a été établie. Pour ceux qui connaissent la problématique du marché central, je pense que dans les sériosités, Oscar Pong a essayé de présenter le problème. Je vais donner quelques éléments pour que les téléspectateurs comprennent très bien. Il y a 7 ans, ceux qui aujourd'hui connaissent le sinistre ont été sinistrés. Oui. Il faut bien comprendre pourquoi ils sont sur la rue. Ils étaient sinistrés et on les a donc installés provisoirement sur la route, la voie publique. La douche jusqu'à la pharmacie. Exact. Sur la voie publique, afin de réhabiliter le marché dans son espace initial, pour les réintroduire. C'était ça l'idée. Nous sommes en 2012. On les a donc installés dans du matériel provisoire. Oui. Je parle bien de l'histoire parce que j'étais là. Ils avaient pour option d'attendre là. Donc le matériel qui avait été mis en place ne permettait pas les installations électriques. Il faut que nous soyons clairs là-dedans. Qui devait veiller à ce qu'il n'y ait pas d'installation électrique? La CUD. Les pouvoirs publics, dont la CUD. Loin de moi, je voulais que les gens connaissent bien la responsabilité. Oui. Faute d'attente d'être recasés, les gens ont amélioré leur espace pour mieux vaquer à leurs occupations. D'où l'arrivée de l'électricité. Cette fois-là, qui n'a pas organisé au mieux l'électricité? La CUD. Il faut que nous soyons clairs. Et là, comme dit qu'on, chacun se débrouille comme il peut pour avoir de l'énergie afin de vaquer à l'activité. Question. Est-ce que la CUD, pour autant qu'elle les a installés sur la place publique, percevait les droits de place sur les marchés? Je réponds oui. Voilà. Et c'est Nganyou Messi est venu faire la pose de pierre. Oui. Le ministre du Commerce, Lungmagwa Tangana, a fait une pose de pierre au marché Congo. Oui. Le gouverneur Betty Assomon a fait une pose de pierre. Le préfet Paul Nassiri a fait une pose de pierre. Le gouverneur Iva Hadiboa a fait une pose de pierre. Vous voyez que le laxisme se trouve du côté du gouvernement. Je voudrais qu'on s'arrête là pour qu'on comprenne la problématique. La deuxième chose, quand on les a installés provisoirement, on a bel et bien donné l'espace pour les bouches d'incendie. Parce qu'en étant rapporteur du désordre urbain, il y a une commission qui siège à la préfectorale et à la communauté urbaine, qui est la protection civile et qui est commandée par les sapeurs-pompiers qui produisent tous les trimestres un rapport sur les édifices publics. Le président de cette commission s'appelle le colonel Minkala, que je connais très bien. Quand on obstrue la bouche d'incendie, ce n'est pas que sur au marché Congo, au marché central, au marché Mbopi, au marché Sandaga, où il est, au marché Madagascar. Tous les marchés, disait Biko, je complète son information, ont eu du feu. Le marché Madagascar a brûlé, le marché Sandaga a brûlé, le marché central a brûlé, Bonasama a brûlé, Mbopi a brûlé. Tous les marchés ont déjà connu le feu. Ça veut dire que c'est un phénomène récurrent connu. Oui. Donc on est tout à fait d'accord là-dessus. Donc on ne va pas revenir là-dessus pour... Oui. Maintenant, je voudrais qu'on sorte pour comprendre un peu pourquoi il y a l'achevauchement. Et là, il a bien dit. C'est que, en principe, de point de vue textuel, la communauté urbaine n'a pas de territoire. Au point de vue textuel. Oui. On dit que les communes transfèrent leurs compétences à la communauté urbaine. On n'a pas dit transfèrent leur territoire, transfèrent leurs compétences pour ce qui est de l'équipement marchand à la communauté urbaine. Mais voyez-vous, dans l'incongruité du droit, je ne suis pas un spécialiste, on ne peut pas ne pas avoir un espace et percevoir les droits de place sur les marchés.
c'est une incongruité du droit. Donc la communauté urbaine ne peut pas percevoir le droit de place parce qu'elle n'a pas un espace établi juridiquement. C'est ce qui disait l'enchevêchement de ce truc. Et on a donc attendu l'arbitrage du Premier ministre qui devait régler ce problème. On a plutôt produit un décret plus ambigu que ce qui existe de par les textes. C'est ce qui explique la bagarre entre Mme Fampou et monsieur le délégué du gouvernement. Donc vous comprenez bien la problématique parce que quand Mme Fampou dit voici mon territoire, se trouve dans mon bien sûr, c'est dans son territoire. Et vous ne pouvez pas percevoir le droit de place dans un espace où vous n'avez pas de territoire. Donc c'est une incongruité du droit. Et enfin, il y a des taxes qui sont collectées directement et des taxes qui ne sont collectées indirectement. Mais voyez-vous, entre la production du rapport du colonel des sapeurs, entre les prévisions de la construction, de l'organisation, de l'entretien, de la gestion de la communauté urbaine, il y a, comme il a dit, les commerçants. Le commerçant de l'informel a besoin de l'espace pour s'épanouir. En revanche, l'État ne peut percevoir l'impôt ou le droit de place que dans un espace préalablement établi. Mais ce n'est pas le cas. Quelqu'un est installé sur la voie publique d'une manière anarchique. Vous venez percevoir, l'État devient l'État commerçant. L'État devient commerçant, donc ça, il n'y a plus de rang régalien. Oh, l'État doit dire, vous êtes mal installé, je ne vous perçois pas de taxes. Et comme il a dit, la tolérance administrative a créé ce qu'on appelle la gestion par embuscade. C'est-à-dire que le gars le laisse rester là. Et tous les matins, donc il a besoin de boire 2-3 biens, il vient le voir, il lui dit, bon écoute, donne-moi 2000 francs ou je te dégage. Et le gars donne 2000, 3000 parce qu'il sait bien qu'il est installé là illégalement. Entre la tolérance administrative, entre le fait que le gars est installé abusivement, entre le fait qu'on lui perçoit des taxes, il a l'impression que, bien entendu, le non-droit est devenu un droit. La faute établie est devenue donc complètement une raison d'être. Et je voudrais que dans la problématique telle qu'elle est présentée, que les gens dégagent les responsabilités. Le rôle du conseil à la communauté urbaine, et il a si bien dit, c'est de pouvoir décrier et rappeler aux délégués du gouvernement en permanence les engagements pris, soit par délibération, soit par l'expression du vote. Mais quand vous allez à la communauté urbaine, au conseil, vous voyez comment ça se passe. Ça se passe comme si rien n'en était. Comme si tout le monde regardait dans la même direction. Pour la plus simple raison que l'opposition, qui a 5 membres venant de la mairie de Douala, 3e, et le maire de Douala, 3e, ne jouent plus leur rôle d'opposition. Pour la plus simple raison que le mariage incestueux a permis en ce que tout court, et dans ce cas-là donc, les commerçants, comme disait... Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils sont minoritaires? La vérité n'a pas besoin du nombre. C'est une expression de la politique. Oui. Quand j'ai été rapporteur du désordre urbain, j'étais le seul. J'ai amené par devant moi le document que je produis, qui était signé par l'ensemble des maires. Ça veut dire que quand vous avez une idée qui est perspicace et dans laquelle tout le monde est convaincu que ça a un bon sens, tout le monde y adhère, même si c'est venu de vous deux. Mais le problème à l'heure actuelle, c'est que dans le cadre de l'expression de la gestion urbaine, disait, on a des manquements sur l'urbanisation, on a des manquements sur le transport, on a des manquements sur le transport urbain, on a des manquements sur les équipements marchands, mais il n'y a aucune voix qui s'élève à l'intérieur de la communauté pour rappeler les missions régaliennes de la communauté urbaine. Vous connaissez le président de la commission des grands travaux de la communauté urbaine? Non. Vous connaissez le président de la commission des finances? Non. Vous connaissez le président de les affaires sociales? Non. Vous connaissez le président de la commission de communication? Non. Vous voyez que c'est des gens complètement absents qui ne viendront que distribuer Makero. Au moins, il doit se faire réélire. Ok, Oscar Con, sur ce problème de l'OTVP, c'est une façon de légitimer non seulement l'insalubrité, mais aussi le désordre urbain. Oui, pour moi, je constate que le problème... C'est comme a dit Hilaire Zipan, vous percevez, une fois que vous avez perçu de l'argent... Une fois que vous avez perçu de l'argent chez le commerçant, vous demandez au commerçant de rester. Oui. Or, honnêtement, l'administration devait venir dire aux commerçants, vous n'avez pas de place ici. Mais Albert Natola ici a posé un autre problème. Si on les dégage, ils vont dire non, on est en train de commencer à marcher avec les pancartes. On se débrouille, vous voulez qu'on aille voler, on va aller au village. Dans ce cas, l'État doit prendre ses responsabilités en main. Construire des marchés décents. Prenons le cas d'Indorpassi. On a construit des espaces, mais il n'y a personne à l'intérieur. Tout le monde est sur l'axe, la pénétrante est de la République. Oui. C'est un marché là-bas. Oui, le cas du marché Ndokpassi, c'est un cas que je connais très bien. Le marché Ndokpassi a assez de problèmes. Oui.
Au départ... C'est ça qui justifie que les gens se déversent sur... ça ne justifie pas, mais... Attends, quel problème? Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le problème au marché de Passy, c'est un problème de paiement, d'acquisition de boutique. Le droit à l'accès à la boutique. À l'accès à la boutique. Au départ... Non seulement c'est cher. Hein, oui, au départ, je vais vous donner un exemple. C'était simple. On vient, lorsque la mairie, du temps du maire Fadil, commence la construction du marché de Passy, par exemple, vous les commerçants qui étaient là, on vous disait que pour avoir une boutique, c'est par exemple 200 000. Le maire est parti. Le second maire est arrivé. Le second maire arrive, ne suit pas la politique du premier maire qui est parti, met en place sa politique. Maintenant, fait introduire à l'intérieur du marché de Passy une ONG qui vient pour les constructions. Une ONG qui vient pour les constructions vient faire des affaires. Elle ne vient pas rigoler avec les commerçants. Vous constatez qu'au départ, vous les commerçants, le premier maire vous a dit que pour avoir une boutique, c'est 200 000. L'autre qui arrive, il vous dit que c'est 500 000. Pour avoir un petit comptoir, c'est 300 000. Vous tombez à la renverse. Vous savez ce que vivent les Camerounais. Ça devient donc un business. Ça devient un business. Maintenant, donc, les commerçants qui sont dans l'incapacité de s'acquérir des boutiques et des comptoirs ont pour obligation celui-ci de se déverser là où il se trouve aujourd'hui, sur l'axe qui traverse le marché de Passy. Maintenant, donc, la tolérance administrative vient s'ajouter. Or, il y a des cas où, vraiment, honnêtement, il faut le dire, arrêtons l'histoire de la tolérance administrative parce qu'à la fin, ça va créer des morts. Nous avons eu une réunion avec le préfet du Vori qui est là aujourd'hui, qui nous a rassuré, parce que le syndicat l'a rencontré pour le problème du marché de Passy, il nous a rassuré que les commerçants, on va les faire partie de la chaussée. Aujourd'hui, on ne peut plus, on va lundi, on les dégage, mercredi, ils reviennent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela, c'est la tolérance administrative. Il faut arrêter ça. Il y a des zones où nous... Donc vous êtes pour la manière forte. Il faut aller à la manière forte. Nous n'allons pas accepter une vie de perdu, c'est beaucoup. Deux vies, c'est encore plus grave. Ce n'est pas parce qu'on va chercher de quoi manger qu'on va sacrifier des vies. Et où est donc la responsabilité de l'État? L'État doit prendre ses responsabilités, construire des marchés décents pour un nombre limité de personnes. Après de cela, tous les Camerounais sont dans la débrouillardise, comme on dit. Il faut donc construire assez de marchés parce qu'il n'y a plus de sociétés qui vont employer les jeunes Camerounais et nos mamans. Il faut construire beaucoup de marchés pour que les commerçants, et ce n'est pas moi qui le dis, l'économie du Cameroun est maintenue par le commerce à 75%. Anatola ici. Oui, vous avez... Allez-y, terminez. Donc, l'économie du Cameroun est maintenue par les commerçants. Il faut les aménager parce qu'ils payent assez de taxes. Il faut donc construire des marchés décents pour que les commerçants ne se retrouvent plus dans la rue. Albert Natola ici, justement, sur cette notion d'OTVP qui engendre plus de problèmes que... C'est inquiète finalement. Je voudrais corriger deux petites choses que M. Con a dit. S'agissant du marché de Passy. Le marché de Passy, la construction du marché de Passy, c'est l'œuvre d'Ascodem, qui est une ONG qui n'est pas la propriété du maire de Douala, 3e, qui n'est pas mon ami. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'y arrive. Qui n'est pas mon ami. C'est l'Ascodem, c'est l'ONG qui appartient à un conseiller municipal. C'était un Gambou Vincent et qui a construit ce marché-là avec un partenaire qui réside du côté de Yaoundé. Il ne veut pas en dire davantage. Maintenant, tout à l'heure, il a pris le cas de Ndopassi pour justifier le désordre urbain. Non, je ne peux pas accepter ça parce que tout à l'heure, j'ai pris expressément l'exemple de Ndokoti. Je peux encore prendre un autre exemple. L'exemple, n'est-ce pas, du marché de Bonamoussadi. Je prendrai également l'exemple du marché Nouvelle, c'est-à-dire de Lagos, si vous voulez. Je prendrai l'exemple du marché de Nkololoun. Je prendrai l'exemple... Il y a marché central. Disons, il y a beaucoup d'exemples à prendre. Où vous avez des commerçants qui ont des boutiques. Certains ont des boutiques. Ils abandonnent leurs boutiques pour occuper la voie publique.
C'est-à-dire ils sous-louent même, ils font même la sous-location, alors c'est interdit, je pense sur le contrôle également d'un conseiller municipal. La sous-location, quand la communauté vous attribue une boutique, il vous est interdit de la sous-louer. Mais il y a des gens qui sont champions de la sous-location. Ils préfèrent sous-louer ces boutiques au lieu de les occuper. Ils préfèrent aller occuper l'espace qui se trouve, aller occuper la chaussée. Maintenant, je voudrais revenir sur l'aspect qui a été soulevé tout à l'heure par le conseiller Zipan Hilaire. Je voudrais quand même lui rappeler que le marché, j'ai dit, le projet de construction du marché de Congo a fait chou blanc parce que c'est un échec. Il s'agit d'un projet qui était assis sur le partenariat. Les travaux sont arrêtés depuis 2000. C'est un projet qui au niveau des fondations. C'est un projet qui était assis sur le partenariat public-privé qui a échoué. Il y a eu plusieurs pots de pierre comme il a souligné, mais c'est un échec du partenariat public-privé. Deuxième chose que je voudrais relever par rapport à cela, il est important de souligner que oui, la communauté urbaine a une part de responsabilité parce que la communauté urbaine, c'est la communauté urbaine qui gère la ville. Mais pour revenir sur le recasement des sinistrés, déjà il a dit sur pour revenir, non, la gestion. La communauté n'a pas un territoire comme les mairies d'arrondissement. Il y a quelque chose que je voudrais évacuer. Oui. En dehors de l'incendie 2012, je crois, les sinistrés ont été recasés provisoirement. Oui. Et il me semble que par rapport à ces problématiques-là, il y avait plusieurs ministères qui étaient concernés dans la gestion de ce dossier. Et il me semble que plusieurs millions étaient prévus dans le cadre de ce recasement. C'est dans ce sens que il me semble que il y a un marché qui a été prévu du côté de l'hôtel, sans publicité, il y a un hôtel derrière quelque part en Kouloune. On devait les recaser, casser la fin, voilà, on devait recaser certaines personnes de ce côté-là. Ce marché a également été confié à un promoteur qui est conseiller, qui est grand conseiller, je crois, à la mairie de Douala. Troisième, c'est un projet qui a fait également chou blanc. C'est dit quoi? C'est pour dire que la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique, c'est une taxe qui divise, qui fait problème. Aujourd'hui, nous avons évoqué la problématique du désordre urbain. D'abord, je voudrais quand même vous rappeler, c'est important de le souligner ici, qu'en 2008, je crois, 2010 par là, la communauté urbaine a eu les problèmes avec l'ancien préfet du département de Vuri qui est l'actuel gouverneur de la région du Sud-Ouest par rapport à la lutte contre le désordre urbain à Douala. Pourquoi? Parce que il y a les maires qui allaient le voir avec beaucoup d'argent, ça je le dis, et c'est vrai, ils sont allés le voir avec beaucoup d'argent parce que, soit disant que la communauté urbaine a un gros budget et elles n'en ont pas, et la communauté urbaine les empêche de percevoir le TVP. En luttant contre le désordre urbain, ça pose un problème au niveau de leur budget. Conséquence logique des choses, le désordre urbain a prospéré et ça continue de prospérer. Deuxième chose que je voulais également... Mais maintenant, au Kalabila, il n'est plus là. Il n'est plus là, mais il faut que la communauté urbaine descende à nouveau sur le terrain. Il faut les autorisations de la préfecture. Oui, je dis donc que ce n'est plus... Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il a passé le mot à son successeur. Il a fait comment? J'ai dit qu'il a passé le mot à son successeur. Ok. Maintenant, je suis en train de dire... J'assume ce que j'ai dit. Oui. Rassurez-vous. Deuxième chose, je sors par là. La guerre entre la communauté urbaine s'est toujours opérée sur le TVP. Tout à l'heure, nous parlions du chevauchement des textes. Oui. Qui attribue les compétences tant aux communautés urbaines qu'aux communes d'arrondissement. Le problème se situe à ce niveau. Les maires veulent recouvrir le TVP. La communauté urbaine veut lutter contre le désordre urbain. Et ça fait donc deux problèmes à résoudre dans une cité. Il faut donc qu'il y ait une vision commune dans la gestion de cette cité. Tout à l'heure, le conseil, il a posé une problématique aussi importante. C'est-à-dire que au niveau du conseil,
il a l'impression que les maires s'entendent, les maires d'arrondissement et le délégué du gouvernement s'entendent comme deux larrons en foire. J'ai peur du contraire. J'ai peur du contraire. Qu'ils ne s'entendent pas véritablement comme deux larrons en foire. Ils ont fait une paix des braves. Tout simplement. Parce que, justement, comme je l'indiquais à l'entame de cette émission, désormais, chacun a son espace. Chacun a son espace et il est important que, au niveau du ministère de l'administration territoriale, que ce problème soit résolu. Ça ne dépend, ça ne relève pas uniquement de la compétence des communautés urbaines ou de la communauté urbaine. Ok. Serge Bikoy, sur cet aspect, l'OTVP, ça divise beaucoup. C'est pas. Les mairies semblent vouloir que ça continue parce que ça leur permet de vivre. Oui, selon... Mais il y a un problème. Il y a le désordre urbain. On a la preuve là, des installations anarchiques qui ont empêché les sapeurs de faire véritablement leur travail parce que tout était occupé par des comptoirs et tout ça. Et c'est des personnes qui sont installées sur la voie publique, qui perçoivent, qui donnent, payent des taxes à la communauté urbaine ou aux mairies. Oui. Donc on a un problème de salubrité en tout cas. Absolument, les problèmes sont préoccupants. Moi, je pense qu'à ce niveau, il y a des chevauchements que l'on peut davantage noter entre l'échéancier des attributions qui sont dévolues à la communauté urbaine d'une part et à celles qui concernent les communes d'arrondissement. Parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte que il y a toujours ces conflits de positionnement qui vont toujours se poser, il y a toujours ces querelles de leadership qui vont toujours se poser de manière que l'on peut justement voir à qui revient tel rôle, bien tel trop, bien telle fonction. Mais ce qui est beaucoup plus problématique, c'est la problématique même de la concession des marchés décents tels qu'on relevait tout à l'heure. Parce que il y a, au-delà même de problèmes liés au caractère prohibitif des finances qu'il faut davantage dépenser en termes d'accès à ces différents circuits commerciaux, il y a même le problème des aspects sociaux qu'il faut davantage relever, à savoir qu'on n'arrive pas davantage à avoir accès à la fluidité au niveau même de l'approvisionnement des clientèles de personnes. Parce que c'est le même problème qui s'est posé par exemple à Yaoundé au niveau du marché de Fogweti qui avait été créé par Timié Vouna. Ok, on revient vers le journal. Ouais. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric Noufélé au menu. Ce soir, nous parlerons de l'inquiétude de l'opposition au Cameroun au regard de la multiplication des arrestations arbitraires, des actes d'intimidation, mais également la répression des manifestations publiques. Dernier cas en date, celui de la manifestation organisée par le maire de Bafang qui a viré en des affrontements entre certaines populations et des forces de maintien de l'ordre, mais aussi le dispersement de ces populations à coups de gaz lacrymogène. Cela n'a pas pour autant découragé le maire de Bafang de rencontrer ces populations et ces militants afin de les encourager davantage à continuer à critiquer les défaillances des politiques publiques. Et parmi les critiques les plus acerbes, il y a la critique de l'attitude du gouvernement concernant la gestion de la crise anglophone. C'est le bureau politique du People Action Party de Paul Aya Abiné qui s'est réuni à Yaoundé pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement, la pression internationale qui monte également. Vous suivrez dans ce journal la réaction du ministre des Relations extérieures qui rassure l'État du Vatican sur les mesures gouvernementales qui sont mises en œuvre pour résoudre la crise anglophone. Et nous parlerons ce soir de la dotation générale pour la décentralisation. Vous le savez, le Premier ministre a signé un texte qui fait passer cet appui financier à près de 50 milliards de francs CFA. Cependant, ce montant est jugé insuffisant par les maires et d'autres magistrats municipaux. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et à l'étranger, nous irons au Sénégal pour avoir les nouvelles concernant l'élection présidentielle. Où en est-on avec les tendances? Comment réagissent les candidats de l'opposition face à l'assurance du président sortant Macky Sall? Nous ferons le point également au Nigeria où s'est tenue l'élection présidentielle le week-end dernier.
Voilà, madame, monsieur, développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause. Journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos 4 invités, Serge Aimé Bikoy, Hilaire Zipan, Albert Anatole Haïssi et Oscar Kon. Oscar Kon, dites-moi, vous avez vu, je vous ai vu tous sur le plateau, vous étiez ému lorsque le jeune qui a posé son problème clairement au ministre de la Santé, le tout nouveau ministre, lorsqu'il a expliqué, il a exposé sa situation au ministre. Qu'est-ce que ça vous a fait? J'ai eu assez de remords. Oui. Parce que... Sur quoi? Sur ce qu'il disait ou bien sur la méthode? On va l'appeler comme ça, la méthode Manaouda Malachi. Non, pas la méthode du ministre. Oui. Je dis, je peux prendre la méthode des infirmières. Oui. Hein, en face des patients. Ce n'est pas la première. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots la méthode des infirmières? Oui, elles sont là. Il faut le dire honnêtement. Lorsque vous arrivez, en cas d'urgence, la première réaction, vous avez de l'argent? Oui. Parce que si vous n'avez pas d'argent, on ne s'occupe pas de vous. Est-ce que c'est ça le rôle dans un hôpital? Est-ce que c'est ça le rôle des infirmières? Or, nous dit-on, lorsque vous êtes en face d'un infirmier ou d'un médecin, vous êtes guéri à 30, 40, 50%. Oui. Mais à partir du moment où vous arrivez avec un choc, il vous rassure d'abord. Il vous rassure avec un langage vraiment qui vous apaise, oui, quel que soit votre mal. Alors lorsque vous arrivez devant une infirmière... Donc vous voulez dire que l'infirmier, ce qui le rassure, c'est l'argent. C'est l'argent. Dans votre poche. C'est l'argent qui est dans votre poche. C'est ça qui rassure l'infirmier. Effectivement, il faut le dire, c'est clair, c'est vérifiable partout. Oui. Il ne faut pas se le cacher, c'est vérifiable partout. Si vous n'avez pas d'argent, la Kintini et les autres hôpitaux sont devenus des mouroirs. Maintenant, il faut donc beaucoup de travail. Dieu merci pour ce dernier, le ministre était en visite inopinée. Et dans sa visite inopinée, il n'a pas choisi de pavillon, il a fait le tour. Oui. Et en faisant le tour des différents pavillons, il est tombé sur ce monsieur qui était en plein larmes. Oui. Alors, le ministre, ce n'est pas, on ne peut pas dire que c'est une opération du ministre Malachi et tout. Il est tombé devant un cas qu'il a résolu. Combien de cas sont passés avant? Combien de cas vont se passer après? Est-ce que le ministre sera partout? Alors, il faut interpeller déjà le directeur de l'hôpital pour vraiment être un hôpital public. On reparle de la Kintini, là. Effectivement, nous avons eu beaucoup de chocs à la Kintini. Nous connaissons ce que c'est que la Kintini et les autres. Donc, il faut interpeller les différents directeurs des différents hôpitaux. Et puis, ceux qu'on a eu beaucoup de chance, parce que le ministre était en visite inopinée, on lui a fait un bon de prise en charge, Dieu merci. Et les autres? Ok, c'est ça la grande question. Et les autres? Serge Aimé Bikoy. Et les autres n'ont pas cette chance, entre guillemets, de tomber sur le ministre de la Santé. Oui, bon, ben, je pense quand même que ce qui vient d'être vécu, notamment sur l'antenne d'Equinox Télévision, ça va permettre que les lignes puissent davantage bouger dans d'autres secteurs, parce que ne sait-on jamais, de tels cas peuvent se multiplier ailleurs. Mais il faut véritablement fustiger l'approche mercantiliste qui règne notamment dans l'ensemble des centres de santé, parce que ce qu'on relève aujourd'hui, c'est l'inversion de l'échelle de valeur. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus cet humanisme-là qui est une valeur cardinale dans le giron du traitement justement d'un ensemble de patients. Vous savez que lorsque vous avez opté pour le serment d'Hippocrate, les questions de souscrire à cette valeur fondamentale, mais l'on se rend davantage compte qu'aujourd'hui, l'inversion de l'échelle de valeur a fait en sorte que l'on ne puisse plus focaliser l'attention sur l'humanisme, sur l'amour inconditionnel de soi et d'autrui, et singulièrement du patient. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce pécule, c'est cet argent-là que l'on veut escompter de façon prédominante et exubérante, de façon que l'on puisse justement traiter ce délai. Or, vous savez que lorsque nous sommes face à un tel cas déterminé, vous savez, ça peut concerner votre soeur, votre fille, votre frère, ainsi de suite. Si vous traitez de façon déshumanisante telle personne,
sachez qu'on pourrait justement vous rendre ce mal-là ailleurs. Parce que, vous savez, nous sommes dans la conjonction d'un ensemble de facteurs qui peuvent se répercuter contre vous en termes d'effet boomerang. Mais j'ai l'impression que le mal que d'aucuns commettent dans les centres de santé ou bien dans d'autres hôpitaux n'interpelle pas plus d'un. Parce qu'on a l'impression que la terre se suffit seulement à ceux qui sont là. Alors qu'en réalité, le monde est tellement ouvert que le mal que vous avez commis ici, là, ça peut vraiment vous se répercuter sur votre fille ou bien sur votre parent ailleurs. Parce qu'en réalité, on est là dans la problématique d'un ensemble de mots qui peut davantage se répercuter ici et ailleurs. Ok, Albert Natola ici, comme je le disais à Oscar Con, on repart de l'hôpital La Quintini. Là. Mais écoutez, nous sommes là dans une problématique essentielle. Vous savez, il y a des gens qui choisissent un métier par passion, d'autres par défaut. Et lorsque vous faites un métier comme vous pratiquez le vôtre, avec passion, c'est certain que vous excellez et vous faites plus de certain nombre de qualités humaines. Malheureusement, très souvent, les gens choisissent les métiers par défaut, le contexte social étant ce qu'il est, et on se retrouve avec des mauvais castings, comme celui que nous venons de voir, qui est symptomatique de ce que je viens d'évoquer plus haut. Écoutez, je voudrais quand même noter que le cas de l'hôpital La Quintini n'est pas un cas isolé. Il s'agit des petites scènes de vie que nous vivons tous les jours lorsqu'on a la maladresse, on a le malheur d'être malade et de se retrouver soit en face des médecins, soit en face d'une aide-soignante ou carrément d'une infirmière ou d'un infirmier. Je pense qu'il est important, tout à l'heure mon co-panéliste, M. Con l'a relevé, lorsque vous êtes malade, vous êtes guéri à 30% lorsque psychologiquement vous êtes rassuré par le praticien. Mais très souvent, lorsque vous arrivez dans un hôpital, notamment en public, j'ai le sentiment que la personne que vous trouvez en face vous donne l'impression que vous venez l'embêter. Vous voulez l'importuner parce qu'elle a ses problèmes. Je pense que ça pose problème. Il est donc important pour trouver des solutions. C'est quoi? Il va falloir peut-être procéder à un saut d'enquête de moralité, peut-être, comme ça se passe dans d'autres corps de métier, notamment dans les armes, dans le métier des armes, qu'on procède à une enquête de moralité pour savoir si cette personne est capable d'exercer ce métier. Parce que vous ne pouvez pas être, par exemple, babysitter ou si vous n'aimez pas les enfants. Et vous ne pouvez pas enseigner à la maternelle si vous n'aimez pas les enfants. C'est la même chose pour ce qui concerne le métier, soit de médecin ou d'infirmier. Si vous n'aimez pas aider, si vous n'êtes pas habité par un principe d'humanisme, je pense qu'il va falloir chercher un autre métier que celui-là. Ok, Hilaire Zipan, cette descente du ministre, qu'est-ce que ça vous a fait, vous, de voir ce jeune, il n'est pas patient, il a son fils là-bas, qu'est-ce que ça vous a fait, vous? Non, je pense cette scène, surtout, lorsqu'il raconte son calvaire, on va l'appeler comme ça. Ben, je pense que c'est le quotidien de notre pays. On n'a pas besoin de s'attarder là, ni plus. Mais je pense que sur ce point-là, les copanélistes ont dit ce qu'il y avait à dire. Par contre, il y a un sujet qui me semble tout à fait très alléchant, parce que je ne parlerai que de ce qui me semble l'information. On termine d'abord avec... Non, la descente du ministre. Non, la descente du ministre, elle est inopinée, mais la curiosité, l'inopinité fait en ce que les journalistes étaient là. C'est un peu la curiosité. Pour le moment, je suis en émoi, je regarde, j'apprécie, mais bon, je veux pas aller plus que ça. Question de ne pas... Rapidement, on enchaîne avec le marché Congo. On a vu, les sandistes dans la nuit de samedi à dimanche. Non, pour dire... Ils sont à pied d'œuvre pour remonter leur hangar. On va les appeler ici. Vous savez, quelqu'un... Le temps, c'est l'argent, time is money. Non, quelqu'un qui... Ils ont perdu la journée de dimanche, celle d'aujourd'hui. Non. Donc demain, ils soient... Les gens qui vivent de la survie ont l'impression que quand une situation arrive, c'est pas la fatalité. Oui. Quand les gens vivent de la survie, quand une situation arrive, c'est pas la fatalité. Ils ont l'impression qu'ils ont été abandonnés, ils doivent repartir. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as reçu l'incendie, qu'est-ce que tu as derrière? Tu as les fournisseurs qu'il faut payer. Tu as les banques qu'il faut régler, tu as complètement le personnel, tu as ta vie, et naturellement,
il faut bien que vous respectez ces engagements-là. Parce que au moment où tu vas voir le fournisseur, tu ne lui dis pas qu'il y a l'incendie. Au moment où tu vas voir le banquier, tu ne dis pas qu'il y a l'incendie. Et comme tu n'as pas d'assurance, il vaut mieux plutôt repartir dans ces endettements-là que de s'attarder à son sort qui par soi-même peut être complètement indélicat. Vous ajoutez la dette sur la dette? Naturellement. Donc, on est dans une spirale parce que dans notre pays, il n'y a pas de commission d'assistance pour ceux qui sont dans une situation complètement défaillante. Ça n'existe pas. En Europe, on vous aide, on vous assiste, on vous appuie et on prend le temps d'analyser que les commissions d'enquête aboutissent pour qu'on tire les conséquences. Mais là, devant ces situations-là, quand le fournisseur arrive, tu lui dis qu'il y a feu, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Quand tu dis à une microfinance, et c'est même le phénomène pour moi d'expliquer pourquoi les microfinances ferment à bout. Parce que la plupart de ces commerçants de l'informel ne remplissent pas tous les critères afférents pour prendre du crédit dans les banques usuelles, se retournent pour la plupart dans les microfinances. Et dans les microfinances, l'argent, c'est au quotidien. C'est comme ça que le prêt se fait. Et une fois que vous êtes dans ces situations-là, pour sauver peut-être votre maison que vous avez mis un peu plus ou moins sous forme de bail en caution auprès de la banque, sauver votre titre foncier, il faut repartir rapidement. Vous vous endettez en espérant que le lendemain serait... Et puis, l'économie ne tire pas beaucoup l'intention. Parce que quand quelqu'un reçoit le feu, que disparaît? Il disparaît quoi? Le paiement de droits de place, l'hygiène de salubrité, l'impôt libératoire, la patente, l'occupation temporaire de la voie publique. Et de l'autre côté, à la banque, il y a les agios. Plus loin, au niveau de l'importation, comme il a dit, une activité commerciale, il n'y a pas le douanier, il faut payer la douane. Donc vous voyez que vous êtes rapidement, vous avez l'hantise de repartir. Et je pense que c'est ça qui amène les gens dans ces situations extrêmement délicates-là. Compte tenu du temps imparti qui nous reste, je souhaiterais m'exprimer sur un sujet peut-être qui n'est pas dans votre actualité. Pour la construction du nouveau marché? Non, beaucoup plus ce qui se passe dans la scène politique actuelle. Oui. Elle me semble tout à fait difficile. Sur la liberté publique? Exact. Oui, elle me semble on en parle là. Si, elle me semble très très difficile pour deux raisons. Oui. Vous faites une manifestation pour contester la manière où le pays est géré. L'autorité administrative vous dit non. Trouble à l'ordre public. Oui. Vous demandez une manifestation pour la réjouissance populaire, pour l'allégresse. On vous dit non. Trouble à l'ordre public. On va finalement interdire. Vous arrêtez là, il leur dit pas, on va revenir au courant de la semaine sur la liberté publique. Voilà, la liberté publique. Vous ferez partie du panel. Je serai très ravi. Je serai très ravi parce que c'est un sujet qui est très délicat et pour nous de l'opposition. Avant la fin de cette semaine. Et sur ces commerçants-là qui décident de repartir, comme j'ai dit, il n'a pas voulu me répondre. Tamis Monet, une journée dimanche, ils n'ont rien vendu aujourd'hui. Donc demain, ils doivent recommencer à vendre. Oui, il faut regarder parce que nous avons, parmi nous les commerçants, nous avons des grossistes, nous avons des semi-grossistes et nous avons des détaillants. Quand vous regardez l'image que nous avons vue tout à l'heure au journal, vous constatez que ce sont les détaillants qui se précipitent à refaire leur petit comptoir parce qu'il faut repartir. Alors le grossiste qui n'a pas la même capacité, vous voyez, le grossiste, sa capacité est plus importante. Le semi-grossiste, sa capacité est plus importante. Or, avec le petit détaillant, il peut repartir en mettant 2, 3, 4 là, 4 piquets et puis pour repartir. Donc, pour lui, Tamis Monet, il n'a pas assez de charge comme le grossiste et le semi-grossiste. Ok, bonsoir Sylvain Hippolyte Sangaoui. Bonsoir Sajala. Je suppose que tout à l'heure, vous allez nous parler de cette scène, hein, de groupe d'officiels au stade Amadou Ahidjo. Une scène rocambolesque vécue dimanche au stade Omnisport Amadou Ahidjo Yaoundé par les supporters venir regarder le match qui devait opposer à PGS de Fou à New Star. Deux Douala, deux trios d'arbitres, l'un envoyé désigné par la Fédération camerounaise de football et l'autre désigné par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Eh bien, chacun de ces arbitres réclamait le droit de diriger cette rencontre. Du coup, l'imbroglio a amené le commissaire du match à ne pas autoriser le coup d'envoi de cette rencontre comptant pour la 5e journée de Ligue 1. Et la question s'est invitée ce jour à la réunion de crise convoquée par Seydou Mbobondia. Initialement, le but de la réunion était d'apporter des solutions aux problèmes des salaires et primes impayés des joueurs. Pour le Sinafoc, depuis 2012, plusieurs clubs n'ont pas payé les salaires de leurs joueurs et la Fédération camerounaise de football qui a tranché donc le débat, en tout cas a mis sur pied une commission ad hoc qui a jusqu'au 2 mars prochain pour lui apporter des propositions de solutions que la FICAFOOT à son tour va transmettre à la FIFA, la Fédération internationale de football association, qui a tapé du poing sur
la table en milieu de semaine dernière, demandant à la FECAFOOT de trouver rapidement, de prendre rapidement des mesures pour que les joueurs, dans les plus brefs délais, qui n'ont pas reçu leur salaire et prime depuis bien des mois, puissent rentrer en possession de ce qui leur revient de droit. Nous en parlerons donc dans l'édition de 100% Foot tout à l'heure avec nos invités, tout comme nous vous donnerons des nouvelles des Lions indomptables qui viennent de boucler leur premier stage préparatoire en vue de la Coupe du Monde qu'elles vont disputer dans quelques mois en France. Les Lions qui ont reçu dans leur tanière la visite du ministre Narcisse Mouélé Kombi qui était en mission commando le week-end dernier dans la ville de Boya pour présider l'édition 2019 de l'ascension du Mont Cameroun. Mais aussi, on parlera des coulisses dans la préparation du match Cameroun-Comore du mois de mars prochain, match capital, tout le monde le sait, car ça passe ou ça casse pour les Lions indomptables qui doivent absolument s'imposer pour se qualifier pour la CAN 2019 qui va se jouer en Égypte. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, 100% football avec Sylvestre Hippolyte Zangao. On va terminer avec vous, Serge Bikoy, pour sortir le mot de la fin. Oui, le mot de la récurrence des incendies, pour vous, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que les... Quel accusé doit se lever en premier? Accusé, levez-vous. Bon, au-delà qui doit se lever en premier? Tous les responsables, il faut le dire. Vous voulez qu'ils se lèvent tous à la fois? Mais bien sûr, c'est une responsabilité collective. On est là dans l'approche systémique qui interpelle tous les membres de la chaîne. Oui. Communauté urbaine, les maires des communes d'arrondissement, les commerçants, les différents responsables des différents marchés, parce qu'il faut également interpeller tout le monde. Oui. C'est ça qui va permettre que dans une dynamique collective, que l'on puisse associer l'ensemble des parties prenantes qui devaient davantage travailler à ce que l'on puisse résoudre systématiquement et définitivement ce problème. Okay. Si un membre de la chaîne crée un dysfonctionnement, le problème ne sera pas résolu. C'est pour cela que les uns et les autres devraient justement travailler tous ensemble, comme un seul homme, comme un fagot de bois, de manière que ce problème soit résolu. Sinon, véritablement, on va revenir ici en 2020 en train de débattre du même problème. Ah, vous voulez dire qu'en 2020, il y aurait un autre incendie? Je ne le souhaite pas. Mais, vous savez, en 2018, on en parlait ici, hein, à droit de réponse. Mais maintenant, nous sommes en 2019, on en parle. Et vous savez, si jamais les responsables ne s'associent pas, on pourrait justement... Ici, rapidement, on arrive au terme de l'émission. Je pense que par rapport à la thématique de la soirée, des jours, il faut que cesse la loi de l'informel. Ok. Il faut que cesse la loi de l'informel pour que... Il ne faut pas que... l'image de tout à l'heure concernant les commerçants, les détaillants qui sont en dépit du sinistre, sont en train de se recaser. Oui, ça m'a ému. Ça veut dire qu'il s'agit des gens qui ne vivent que de cette activité-là. Oui. Je pense que ça me pose quand même un problème. Ok, merci Oscar Con d'être venu. Merci à vous, Albert Anatola ici. Merci Serge Bikoy, une fois de plus, d'être sur ce plateau. Merci au conseiller Hilaire Zipan. Merci d'être venu, une fois de plus. Oui, je crois que je serai partie prenante du débat sur les libertés parce que ça nous intéresse beaucoup. Voilà, madame Serge Alain, merci, mais je crois que je vous l'ai dit à l'entame, le quartier Congo connaît une histoire du feu. Voilà, on l'a suivi dans le reportage de Jean-Paul Chunier. Voilà, nous sommes des Bantous, il faudrait que tout le monde, comme a dit le frère tout à l'heure, l'administration, les commerçants, nous tous, qu'on se réunisse autour d'une table pour faire le deuil du marché Congo. Parce que trop, c'est trop. Ok, merci. C'est ici que prend fin ce premier numéro de la semaine et qui n'en soit rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Mimbouman Dispensaire et Maïtur.